Alors on passe à une dernière partie, qui est une partie en 3 points, qui est consacrée à l'innovation en matière de prévention. Et c'est une question qu'on pose, hein, c'est-à-dire qu'il me semble important de poser, c'est est-ce qu'il y a une place pour l'innovation au sein de la dynamique de prévention? Et donc c'est d'abord Antoine Malone qui va nous parler de responsabilité populationnelle. Il faut qu'il sache, parce qu'il est arrivé plus tard, qu'on en a déjà parlé, et qu'on a quelques idées là-dessus, mais il conduit une expérience qui nous intéresse beaucoup, et sur laquelle on va s'appuyer. Puis Monsieur Tonini, je ne sais pas s'il est arrivé, s'il est là. C'est vous. Très bien. De Sanofi, ça m'a paru important ça nous est apparu très important de pouvoir inviter un représentant de l'industrie privée, qui est, on le sait, intéressé en matière de prévention, et donc savoir quelles étaient les pistes, et les pistes, c'est comment ils voyaient les choses en matière d'innovation. Et puis, Madame Salle, que j'ai vue, voilà, qui est la présidente de la Société française de télémédecine, qui terminera sur cette thématique-là. Je donne la parole à Antoine Malone pour commencer. Merci de m'accueillir aujourd'hui. Effectivement, une intervention qui complète bien, je pense, l'intervention précédente. Je suis bien content que mon camarade Franck Lorentz, qu'il ait été question déjà disons, du vécu de la responsabilité populationnelle, puisque là, je vais vous faire une présentation qui surplombe un peu l'actualité qui se passe sur le terrain. En cherchant à répondre en fait à des questions assez pratiques et vraiment basiques qui se reposent tout le temps quand on parle de prévention, c'est-à-dire qu'à l'hôpital, les gens vont dire oui, bien sûr, la prévention c'est important, mais qu'est-ce que ça change pour moi? Moi, je vois des patients chaque jour et je dois les traiter tout de suite. D'un autre côté, les gens en ville, souvent un médecin généraliste, il y a 15 minutes pour faire une consultation, donc il y a un paquet de choses à dire en 15 minutes, un paquet de choses à voir, comment faire pour savoir qu'il faut faire la bonne chose. Et en fait, il y a plein d'autres gens aussi qui font des actions de prévention. Donc là, je prends des exemples qui sont arrivés dans la vraie vie, des infirmières libérales qui font du dépistage, mais qui le font toutes seules, comme des grands. Donc c'est une bonne volonté de bien faire, mais avec peu d'impact sur le système en général. Donc je vais essayer de répondre un peu à ça avec cette présentation. Donc vous en avez entendu parler déjà aujourd'hui. Ce programme de responsabilité populationnelle qu'on déploie sur 5 territoires volontaires. C'est un modèle qui ne parle pas uniquement sur la prévention, mais qui est bien un modèle d'intégration clinique. Donc, c'est l'idée de faire travailler ensemble l'ensemble des acteurs qui touchent à des populations données. Au total, presque 1,5 million de populations. Donc, c'est certainement la plus grosse expérience d'intégration clinique en France à l'heure actuelle. Et en fait, nos 5 territoires vont travailler sur 2 populations communes. Donc, les populations atteintes ou à risque de diabète de type 2 et les populations atteintes ou à risque d'insuffisance cardiaque. Ce qui va me permettre aussi de répondre à ce que vous disiez sur les défis de l'approche par pathologie. On va voir qu'en fait, c'est une distinction qui est largement théorique quand on commence à regarder réellement les chiffres. Au moins 80 000 personnes sont directement concernées, c'est-à-dire ça, c'est des personnes dont on sait de façon certaine qu'ils sont atteintes de diabète ou d'insuffisance cardiaque. C'est un chiffre très certainement sous-estimé, comme on va le voir. Les 5 territoires partagent la même approche, partagent les mêmes outils, et ça, je vais entrer un peu plus sur justement le type d'outils qu'on utilise et qu'on met à disposition des territoires expérimentateurs, puisque bien sûr, l'objectif, c'est d'avoir un modèle qu'on puisse généraliser, et donc de développer des outils qui puissent être utilisés par tous et par tous les territoires. L'ensemble est intégré dans l'article 51. On s'appuie donc sur cette notion, l'idée que sur un territoire donné, l'ensemble des professionnels de santé ou même des acteurs de santé partagent une responsabilité à l'égard de la santé d'une population donnée et de la prise en charge de patients donnés. Pourquoi ils partagent cette responsabilité? C'est bien sûr parce que tout le monde est essentiel, mais personne ne peut y arriver seul. Donc ça veut dire que pour bien prendre en charge, par exemple, une population de diabétiques, vous avez besoin de l'expertise de pointe de la Société francophone du diabète, donc le savoir-faire le plus pointu en matière médicale, mais vous avez besoin aussi des associations qui travaillent dans les quartiers sur des populations à risque, et en fait, l'un sans l'autre ne peut pas y arriver. Et quand une personne, bien sûr, a un diabète, en fait, il va venir très peu souvent, le moins souvent possible, on l'espère, à l'hôpital. Il n'empêche pas moins que parfois on a besoin de l'hôpital et on a besoin que le médecin traitant et l'hôpital se parlent. Et en fait, tous les gens, incluant le patient, comme on va le voir,
se discutent. Et en fait, c'est pas uniquement une approche, comment dire, c'est pas de la pensée magique. L'idée, c'est un modèle d'excellence clinique. Et donc, l'idée, c'est de dire si on fait tout bien d'un point de vue clinique, donc ce qui devrait être fait pour les gens et avec eux, en fait, on va économiser de l'argent et on va mieux travailler. Qu'est-ce que notre système doit faire? Ça, c'est quelque chose que vous connaissez bien, c'est-à-dire qu'à une échelle territoriale, en même temps, il faut viser l'amélioration de la santé d'une population définie. Il faut améliorer l'expérience de prise en charge de patients individuels au sein de cette population, meilleur coût pour la société. Donc, ça implique bien sûr d'être capable de définir une population. Sur quelle population est-ce qu'on va travailler? Il y a plein de populations possibles. Nous, pour tester notre modèle, on a dit on va travailler sur les populations atteintes et à risque de diabète de type 2 et d'insuffisance cardiaque. On travaille sur 5 territoires volontaires. Donc, vous voyez, c'est des territoires d'à peu près 300 000 habitants. Et donc, c'est au sein de ces territoires qu'on va aller chercher les populations qui nous intéressent. Et donc, ça, c'est la première étape, c'est de dire d'abord, mais à quoi est-ce que je m'intéresse? Parce que tant qu'on n'a pas défini ça, et tant qu'on, disons, on prend des patients qui viennent comme ça, il est impossible d'établir une stratégie. C'est-à-dire que c'est simplement attendre que le patient se présente au cabinet, aux urgences, et pourquoi je suis débordé. Donc, tant qu'on n'est pas capable de définir une population, on n'est pas capable de savoir, en fait, comment est-ce qu'on va travailler. Donc, comme je vous le disais, nos 5 territoires travaillent sur les 2 mêmes populations avec une méthodologie commune. Et donc, ça permet un test de concept extrêmement robuste. Donc, si le système fonctionne en Cornouailles et il ne fonctionne pas en Haute-Saône, je suis convaincu du contraire, ça va bien fonctionner partout, mais au moins, on va être capable de séparer les effets locaux des effets systémiques. Donc, est-ce que c'est notre modèle qui est mal conçu ou est-ce que, pour des raisons purement locales, ça n'a pas fonctionné à tel endroit? L'objectif de tout ça, c'est de faire élaborer par l'ensemble des personnes qui touchent à la population cible un programme clinique partagé. Et donc, on dit bien, on va asseoir autour d'une table, littéralement, physiquement, toutes les personnes qui touchent à cette population, tous les cliniciens. C'est un modèle d'excellence clinique. Donc, ce ne sont pas des réunions institutionnelles, ce sont des réunions où sont conviés tous ceux qui vont toucher d'une façon ou d'une autre aux patients ou à la population cible. Donc, ça peut être bien sûr des associations qui travaillent avec les gens, c'est bien sûr les ressources de l'hôpital, les médecins traitants, les infirmières libéraux, les pharmaciens, toutes les personnes qui touchent à cette population pour convenir ensemble d'un programme clinique. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ensemble pour maintenir cette population en santé et mieux prendre en charge les patients au sein de cette population? Aujourd'hui, où est-ce qu'on en est? Donc, les équipes, ce qu'on appelle les groupes cliniques, donc c'est cette capacité à réunir tous les gens qui nous intéressent, donc les professionnels de ville, et quand je dis professionnels de ville, c'est bien sûr les médecins traitants, les spécialistes libéraux, les infirmières libérales, les pharmaciens, tout ce que vous voulez, les ressources hospitalières, sont constitués dans les 5 territoires, donc 2 groupes par territoire, un groupe diabète, un groupe insuffisance cardiaque. Les réunions cliniques ont commencé. On en est aujourd'hui en 2-4 réunions par territoire, donc on va voir comment ça fonctionne. On fonctionne en fait par strate de population. Et la dynamique est très, très, très soutenue, c'est-à-dire que les réunions sont toujours pleines, les gens reviennent et nous disent la prochaine fois, est-ce que je peux venir avec un confrère? Ça intéresserait. Moi, je ne pourrais pas être là, mais il y a ma consoeur qui aimerait venir à la prochaine réunion. Est-ce qu'elle peut prendre des notes pour moi? Donc, on est capable non seulement de générer de l'intérêt pour le projet, mais en plus de soutenir une dynamique qui va en s'amplifiant. La raison pour ça, c'est qu'en fait, on parle de ce qui intéresse vraiment les cliniciens. On ne parle pas d'institution, on parle de prise en charge clinique. Qu'est-ce qu'on fait réellement à ces patients? Qu'est-ce qui se passe réellement pour notre population? Quelles sont les vraies recommandations de prise en charge et comment on s'améliore sur notre terrain? Donc, c'est de ça dont on parle dans les réunions. Avec une seule exigence, nous, on n'est pas directif sur qui doit être présent. La seule exigence, c'est qu'il doit au minimum y avoir 2 patients par réunion à chaque fois. Et ça, c'est la seule vraiment truc où on est très directif. C'est quelque chose qu'on considère comme essentiel et qu'on va même faire monter en puissance, la participation des patients à la conception de la stratégie de prise en charge de la population. Donc, il peut y avoir des choses que les diabétologues auraient bien envie de faire. Ce qu'on veut avoir, c'est, mais du point de vue des patients, est-ce que c'est réaliste? Est-ce que ça répond à vos enjeux? Est-ce que ça répond à vos priorités, à votre style de vie, etc.? Donc, ça, c'est notre exigence, qui est vraiment des patients dans la salle. Qu'est-ce qu'on a comme participants? Ben, de tout, et ça reflète tous les gens qui touchent à une population de diabétiques. Donc, vous allez avoir des adjoints de mairie, ça a été évoqué. Si on a besoin, on sait par exemple que l'efficacité d'une prise en charge est très dépendante de conditions sociales, par exemple de logement, ben, on voudrait avoir la mairie.
des cadres de santé, des médecins de SSR. Vous voyez, c'est vraiment de tout. Des infirmières d'éducation nationale, pas l'éducation nationale, oui. Si on veut travailler en prévention sur le diabète, il en faut. Donc, en fait, ça varie un peu en fonction des territoires parce qu'à certains endroits, tout simplement, il n'y a pas la ressource. Il y a des endroits, il y a des podologues libéraux merveilleux. Il y a d'autres endroits, il n'y en a pas. Mais il faut quand même travailler. Donc, on s'arrange et on avance. Donc, vous voyez, c'est très, 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 très large. Là où je voulais, comment ça se passe, ces réunions-là? Les groupes fonctionnent généralement par strate. Donc, on commence par regarder notre population. Je vais un peu entrer là-dedans en disant, mais OK, notre population à risque de diabète de type 2 dans notre territoire, c'est quoi? Il y a combien de personnes? Comment est-ce qu'on travaille? Et ainsi de suite. Notre strate de diabétique stable, il y en a combien? Donc, il fonctionne par strate. Avec deux ingrédients principaux. D'abord, c'est le vécu des professionnels eux-mêmes et des acteurs de santé eux-mêmes. Et l'autre ingrédient, c'est les outils qu'on leur fournit. Donc, ils sont développés sous l'égide de la FHF, mais dans une collaboration extrêmement étroite avec les sociétés savantes concernées, donc bien sûr la Société francophone du diabète, la Société francophone de cardio, mais pas que. On va travailler aussi avec les sociétés françaises de médecine du sport, parce que l'activité physique, c'est important, il faut savoir quoi faire, et la nutrition. Donc, on leur donne aussi des outils, et en fait, c'est la mise en relation des deux, donc c'est-à-dire c'est quoi notre modèle d'excellence clinique et qu'est-ce qu'on devrait faire, et aussi du vécu de chacun, c'est-à-dire, oui, OK, il faudrait faire ça, mais moi, qu'est-ce que je fais? Comment on s'organise concrètement? Ça, j'ai l'impression, ce dépistage-là, j'ai l'impression de bien le faire, mais ça, l'information ne circule pas. Donc, c'est la mise en relation de l'expérience vécue des gens par rapport à un modèle de pratique qui permet de produire des solutions. Et donc, les gens disent, là-dessus, manifestement, sur, je ne sais pas moi, le dépistage systématique des femmes enceintes, on n'est pas bon dans notre territoire. Alors, qu'est-ce qu'on fait comme action pour amener ça au niveau? Quels sont les outils sur lesquels on s'appuie? Et là, c'est un peu le cœur de ma présentation. Ce sont les outils, en fait, justement, qui permettent d'orienter très vite la discussion sur la base d'un modèle d'excellence clinique et, en fait, de centrer la discussion. Donc, au lieu de dire chacun, moi, ma priorité, ce serait ça et moi, je vis ça comme ça, c'est plutôt comment vous vivez votre spécialité ou votre travail par rapport à une norme de pratique ou un standard de pratique. Donc, ils ne remplacent pas la compétence professionnelle. C'est-à-dire que les diabétologues restent les experts médicaux du diabète. Les médecins traitants restent ceux qui connaissent personnellement les patients et ainsi de suite. Mais ça permet d'avancer très, très vite. Ce ne sont pas non plus des chemins cliniques. Ça, c'est aux gens de le faire. C'est-à-dire, ce qu'on leur dit, c'est qu'est-ce qui doit être fait du point de vue médical. Après, c'est aux gens du terrain de s'organiser. Moi, je n'ai pas à dire aux gens de Quimper, il doit avoir l'infirmière libérale, il doit avoir le spécialiste à tel moment, etc. Ça, c'est à eux de s'organiser. Mais ce qu'on leur dit, c'est qu'est-ce qu'il faut faire pour bien travailler. Quel est le lien, en fait, entre les données de population et ce qu'on vit à l'hôpital? Et pourquoi la prévention, c'est important? Première chose qu'on fournit donc sur le terrain, et ça, c'est des premières en France, c'est la capacité à connaître relativement précisément la population présente sur un territoire donné et la stratifier en fonction de ses niveaux de besoins de santé. Donc là, je vous ai donné la clé de stratification pour le territoire du Douaisis. On voit que c'est une pyramide qui est créée à partir de données PMSI, mais on a pu comparer avec les chiffres de l'assurance maladie, on est assez bon. Pour le diabète, on est assez bon. Pour l'insuffisance cardiaque, on a des chiffres 3 fois meilleurs que l'assurance maladie en matière de repérage. Donc, on est très bon. Donc, on voit que dans le diabète, il y a 220 000 personnes et en fait, on peut voir par niveau de sévérité combien de gens sont concernés. Donc, bien sûr, il y a beaucoup plus de diabétiques en proportion dans le Douaisis que dans le reste de la France. C'est un territoire pour plein de bonnes raisons, défavorisé, etc. Et ça leur permet en fait de voir, quand on est capable de stratifier, ça permet, vous allez voir, de programmer l'activité. Et ce qu'on voit dans la base, c'est combien de gens sont à risque de diabète ou pas, combien de gens à qui il devrait être fait quelque chose en relation avec le diabète. Donc, ça peut être des gens en bonne santé, mais par exemple, les recommandations médicales, je ne suis pas médecin, donc mais je sais que je parle sur l'œil d'un connaisseur et il me corrigera, mais les recommandations de bonne pratique disent que tous les hommes de plus de 45 ans, même en santé, devraient faire l'objet d'un dépistage. Donc, ça, c'est des gens pour lesquels quelque chose doit être fait en lien avec le diabète. Vous voyez qu'il y en a 54 000 dans le Douaisis. Ça fait des masses énormes. Et donc ça veut dire que ça pose tout de suite des questions d'organisation en disant « Oh, mais comment on va faire pour faire tout ce qui est nécessaire pour ces gens-là, comment on les reconnaît, et ainsi de suite. » Et donc, c'est pour ça que la distinction population, pathologie, population générale,
À un moment donné, quand on arrive sur la base de la pyramide avec des pathologies chroniques à fort volume, on couvre, et ces gens-là, ça va être les mêmes que les gens qui sont à risque d'insuffisance cardiaque. Donc, on couvre très vite des volumes énormes de population. Quand on commence à définir notre population, on est capable de regarder, mais qu'est-ce qui se passe avec cette population-là chez nous dans le Douaisis? Notamment du point de vue de l'hospitalisation. Et là, ça devient important. C'est là qu'on fait le lien entre une approche de population et qu'est-ce qui se passe dans un hôpital et pourquoi cette démarche-là devrait être importante pour vos diabétologues. On voit que notre population, donc tout ça, ce sont les chiffres PMSI, mais c'est quand même, disons, c'est mieux que ce qu'on a généralement. Donc, il y a 8000 personnes. La moitié de ces gens-là, 45%, sont en baisse, donc ça rejoint ce que vous disiez. Donc, il faudrait probablement se poser des questions. Manifestement, on a un problème avec l'obésité dans le Douaisis. Comment on fait ça? Est-ce qu'on intègre bien la dimension obésité dans nos modèles de prise en charge? La crise des urgences, on la voit là. La moitié de nos diabétiques ont fait l'objet d'une hospitalisation l'année dernière et 32% de ces séjours-là sont arrivés directement par les urgences. Donc, la crise des urgences, en fait, on la voit dans ces chiffres-là. Et en fait, là, c'est sur cette dernière partie-là que je voulais attirer votre attention. On voit qu'il y a 204 diabétiques qui ont été amputés dans le Douaisis, donc résidents du Douaisis, qui ont été amputés l'année dernière. Et donc ça, c'est du travail qui est fait par les médecins hospitaliers, par les chirurgiens hospitaliers, qui ne doit pas tellement leur plaire parce que c'est manifestement le signe d'un échec du suivi en amont de ces personnes-là. Et on voit qu'il y a déjà plus de gens qui sont amputés que la moyenne nationale, et c'est des chiffres qui sont terrifiants en vérité. C'est-à-dire que quand vous amputez chaque année 2,5% de votre population diabétique, ça veut dire qu'au bout de 10 ans, on arrive à des volumes monstrueux, en fait, énormes. Et ça, en fait, l'activité hospitalière, elle est liée. C'est-à-dire que ce que vos spécialistes hospitaliers font chaque jour, c'est ça. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Ben, ça veut dire qu'il faut peut-être améliorer la surveillance podologique, et ça, bien sûr, ce n'est pas l'hôpital qui peut le faire. Ce qu'il nous faut, en revanche, c'est l'expertise de l'hôpital pour savoir quelles sont les recommandations médicales les plus pointues, pour savoir à qui on va faire une surveillance podologique, pourquoi, à quelle fréquence, etc. Donc, qui devrait être visé par ça? Bien sûr, tous les diabétiques, il faut surveiller les complications. Donc, ça veut dire en pratique qu'il faut au minimum surveiller 7786 personnes. Et donc, ça veut dire qu'il faut réfléchir à comment est-ce qu'on s'organise. Est-ce qu'on les connaît, ces gens-là? Est-ce qu'on les a identifiés? Est-ce que l'information circule? Est-ce qu'on sait quoi faire à ces personnes-là? Donc, première chose. Et après, ceux qui ont des... Là, je ne suis pas médecin, mais je vous donne les éléments qu'on a. Pour la surveillance podologique plus spécifique, on va viser les patients des strates 3 et 4, donc ça donne 3102 personnes. Et avec chaque fois, donc vous avez les outils qu'on développe, les profils cliniques, donc comment on reconnaît un patient de la strate 3, comment on reconnaît un patient de la strate 4. Et ça, c'est destiné principalement aux professionnels de ville. Parce que le professionnel de ville, lui, n'a pas le temps de se plonger dans 800 pages de recommandations de la HAS. Il y a plein d'autres choses à voir. Il voit plein de types de patients dans une journée. Il voit des bébés, des personnes âgées. Donc, en fait, on a créé des profils qui sont très facilement et très rapidement accessibles pour qu'il puisse voir tout de suite quel type de patient il a devant lui et quoi faire. Et après, à chaque profil clinique correspondent des algorithmes, des logigrammes de prise en charge qui sont issus, bien sûr, de l'expertise des sociétés savantes des pathologies concernées, donc qui viennent des CHU. Et donc là, l'objectif, c'est effectivement de donner accès au niveau d'excellence le plus pointu dans la discipline à tout le monde sur le territoire, tous les professionnels de santé. Et donc, ça veut dire que pour 7786 personnes, il faut leur appliquer ce logigramme. Là, je n'entre pas dans les détails, encore une fois, je ne suis pas diabétologue et ce serait vraiment périlleux de ma part de le faire, mais on est bien sûr à votre disposition pour les expliquer. Et pour les autres gens qui sont ciblés, il faut appliquer ce logigramme-là. Donc, ce que ça dit de faire, en fait, ça, c'est qu'est-ce qu'il faudrait faire dans l'idéal. La question, après, c'est celle-là. C'est-à-dire, ça, c'est pour le médecin traitant. Nous, ce que le logigramme leur dit, c'est à quelle strate le patient appartient et qu'est-ce qu'il faut lui faire. Les questions après qu'il arrive dans la réunion, c'est, mais alors, est-ce que ça, nous, puisqu'on a l'ensemble des gens qui touchent à la population diabétique, est-ce qu'on fait ça de façon systématique chez nous? Comment est-ce qu'on fait circuler l'information? Comment on s'organise? S'il n'y a pas assez de médecins traitants pour tout le monde, est-ce qu'il y a une partie de ces choses-là qui ne peuvent pas être faites à l'hôpital, par d'autres gens, par des infirmières libérales, par des pharmaciens, etc. Et donc ça, c'est des discussions qui sont en cours maintenant. Et donc, ce que ça donne pour l'hôpital, par exemple, ça, c'est la réflexion d'un cardiologue que j'ai beaucoup aimé. Donc, c'est cardiologue à Douai, il y a beaucoup de travail. Hein? Beaucoup.
Et lui, en fait, il dit, moi, ma journée est complètement embouteillée par de la consultation de routine, par du suivi de routine, etc. Ça, c'est des choses qui devraient être faites en ville. Mais après, il faut que les gens en ville aussi sachent quoi faire. Et sachent qu'on est là pour les appuyer, et c'est ça qu'on leur amène. Et donc, l'enjeu, c'est d'amener, remonter radicalement le niveau de prise en charge en ville. Oups, je ne vais pas dans le bon sens. Alors, en conclusion, la chose à retenir, c'est-à-dire pour les gens qui ne croient pas à la prévention à l'hôpital, c'est et ça c'est un truisme, mais c'est très vrai, ce qui se passe en dehors de l'hôpital a un effet direct sur ce qui se passe dans l'hôpital. Et donc ça veut dire que si vous avez une population précaire, si vous avez des gens qui ne sont pas capables de voir leur médecin traitant, si vous avez des gens qui sont mal suivis en ville, ça va impacter directement l'activité dans votre hôpital et ça va, par exemple, déséquilibrer toute votre capacité à programmer vos activités dans l'hôpital. Et donc, vous allez avoir des problèmes d'organisation dans votre hôpital et probablement des problèmes d'équilibre budgétaire. Donc, une approche comme ça, populationnelle, disons du point de vue, entre guillemets, égoïste de l'hôpital, ce que ça permet à terme, ça permet en fait de beaucoup mieux programmer l'activité et d'offrir à chacun le bon service au bon moment. Parce qu'on sait combien de gens il y a dans chaque catégorie de risque de notre population. Et quand il y a des gens qui ont besoin d'aller à l'hôpital, on leur dit, écoutez, votre état, ça ne va pas bien, on le connaît déjà, votre état se dégrade, venez donc à l'hôpital, on va vous faire l'intervention, on va programmer ça en mars et ça va aller très bien, il n'y aura pas de problème. Et ça, pour répondre à la question, c'est est-ce que l'hôpital va perdre de l'argent avec ça? En fait, dans l'idéal, je ne suis pas convaincu. Je pense qu'en fait, on peut avoir un hôpital plus profitable. Et en fait, il y a énormément de gens qui devraient aller à l'hôpital aujourd'hui et qui n'y vont pas pour plein de bonnes raisons, parce qu'ils ne sont pas au courant, parce qu'ils ont peur, parce qu'ils ne sont pas suivis, parce qu'ils savent que s'ils viennent à l'hôpital, ça va être une catastrophe. Il y a plein de gens aujourd'hui qui devraient aller à l'hôpital. Donc, il y a une masse énorme à aller chercher, et ça, on le voit sur le terrain. L'enjeu, énormément d'activités, comme je le dis, c'est généré par un défaut, en fait, en ville, et qui n'est pas condamnable. C'est-à-dire, c'est pas dire les gens en ville ne travaillent pas bien. Ce qu'on peut voir, c'est que quand on se retrouve avec 41 000 personnes amputées chaque année, il y a quelque chose qui ne se passe pas bien quelque part. Et ça, c'est pas de la faute. Tout le monde fait le mieux possible, tout le monde fait son maximum, tout le monde travaille dur. La question, c'est est-ce qu'on fait la bonne chose? Est-ce qu'on sait quoi faire? Est-ce qu'on sait qui appeler quand on a besoin d'un avis d'expert, et ainsi de suite. Ce qu'on voit, donc, c'est bien d'amener un niveau d'excellence partout, c'est-à-dire faire systématiquement la meilleure chose possible pour le meilleur patient possible. Et en fait, les gens, quand on a commencé à développer ce projet, les gens disaient, la ville, ils ne voudront jamais travailler avec vous, etc. Ils ne veulent pas travailler avec l'hôpital. En fait, c'est faux. Les gens sont demandeurs, notamment de l'expertise qu'on peut leur apporter. Quand on leur a dit, écoutez, regardez un peu ce qu'on a préparé pour vous, donc ces algorithmes de prise en charge, ces données de population, ils en veulent encore, ils en redemandent. Les médecins libéraux, ce sont les professionnels de santé qui font le plus de formation continue. Donc, c'est des gens qui sont très, 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 très demandeurs d'expertise et ils adorent, en fait, cette dynamique-là. Ça implique pour l'hôpital, évidemment, l'obligation de répondre. C'est-à-dire que si vous dites aux partenaires de ville, quand vous allez avoir besoin d'un avis d'expert ou de diabétologue, on va répondre, ben, ça veut dire qu'il ne faut pas qu'il tombe sur la téléphoniste. Il faut s'assurer que ça réponde derrière. Ce qu'on voit, c'est que les amener à travailler là-dessus, tous sur des modèles d'excellence clinique. Donc là, on ne parle pas d'institutions ou structures, on parle vraiment de processus cliniques. En fait, c'est ça qui intéresse les gens et les gens vont venir, ils vont revenir, ils vont travailler gratuitement de 20h à 23h sur ces programmes-là parce que c'est ce qu'ils aiment faire et ils ont le sentiment d'être utiles. Donc, ça va bien fonctionner. Et en fait, et ça, on le voit, c'est-à-dire cette approche où on intègre en même temps une approche d'amélioration de la santé de la population, une approche en fait de santé publique et une approche de services de santé en même temps, donc les approches de type triple objectif, c'est la seule solution possible en fait ou soutenable pour notre système de santé, plus particulièrement pour nos hôpitaux. Je vous remercie et je vais prendre vos questions. Il y a des questions? Le projet a progressé visiblement, il y a des données. Ah, vous aviez? Pardon, oui, excusez-moi, non. Un petit chiffre qui nous pose question, c'était 41 000 amputés, la Fédération des diabétiques, sur les États-Généraux, on en a compté 9 000. Oui. Voilà, donc il y a une divergence. Ah oui, je pense que 41 000, c'est 41 000 patients qui ont été amputés et qui sont diabétiques, et pas forcément 41 000 patients qui sont amputés à cause de leur pied diabétique. Voilà.
Certes. Ce qui est sûr, en revanche, Jean-François, ce qu'on peut exclure d'emblée, c'est les erreurs de codage. Parce que ça, autant pour certaines choses, on peut dire les gens codent mal dans l'hôpital. Là, quand on fait une amputation, il y a un peu de risque. Et ce qui est vrai par ailleurs. Non, ça, c'est 41 000 de patients individuels. C'est 41 000 personnes différentes. Alors, même en enlevant tous les cas, effectivement, d'accidents domestiques, d'accidents de voiture, mais ça, on reste sur des chiffres monumentaux. Et 9 000, c'est déjà beaucoup. Hein. Oui, mais disons que si la fourchette se situe, elle est très certainement supérieure à 9 000, certainement inférieure à 41 000, mais on reste sur des ordres de grandeur énormes, en fait. Énorme. Et puis, une autre question, les chiffres de population que tu nous donnes de diabétiques de type 2, c'est des chiffres qui sont extrapolés de l'épidémiologie ou c'est en fonction des données régionales? Non, c'est des chiffres en fait qu'on génère à partir du PMSI. Donc on a développé une méthode de FHL. C'est l'extrapolation du nombre de patients à partir du nombre de patients hospitalisés. Non, c'est pas une extrapolation. On repère, en fait, pour simplifier, on va aller repérer tous les gens qui ont un code traceur diabète, peu importe le motif d'hospitalisation, peu importe le lieu d'hospitalisation. Et on les rattache à leur territoire de résidence. Je vous en prie. Et tous ceux qui sont pas hospitalisés. Et voilà, c'est ce que je voulais poser comme question. Vous excluez toute une marge de la population diabétique qui ne passe pas par les établissements de santé. Il y en a pourtant. Oui, après, il y a une méthode pour... vous avez raison. Mais comme on recule quand même sur les 5 dernières années, ou même reculer sur les 6 dernières années, écoutez, on a pu comparer nos chiffres avec les chiffres, par exemple, des ALD, calculés sur la même base que nous. On trouve entre 65% dans le pire des cas et 78% dans le meilleur des cas de l'ensemble des diabétiques repérés par les ALD. Donc, on sait bien qu'on ne va pas repérer tout le monde. En revanche, pour l'insuffisance cardiaque, on trouve 2 fois plus de monde que l'assurance maladie. Donc, on sait... Parce que le collège d'insuffisance cardiaque n'est pas forcé. Tu as déjà l'insuffisance coronarienne, tu ne vas pas rajouter l'insuffisance cardiaque. Il est déjà à 100%. Non, mais on trouve 2 fois plus de gens insuffisants cardiaques dans un territoire donné que de déclarer en ALD insuffisance cardiaque dans un territoire donné. C'est ce que je te dis. Le patient qui a fait un infarctus, il est déjà à 100% pour infarctus. Le médecin traitant ne va pas rajouter une demande d'ALD pour insuffisance cardiaque. OK. Voilà. Bon. Ceci dit, on est capable de produire un niveau de précision dans les données et de complétion dans les données jamais vu par les professionnels de santé. Et ça, une fois qu'on a mis toutes les réserves, donc bien sûr qu'à chaque fois on dit attention, les données sont issues du PMSI, on sait par définition qu'on n'aura pas tous les diabétiques, on n'aura pas tous les insuffisants cardiaques, voici les limites de notre approche. Une fois, et ça, il faut être transparent là-dessus, il n'y a pas de problème, mais une fois qu'on a dit ça, on est capable d'aller chercher un niveau de détail, on n'a pas les données cliniques évidemment, on n'a pas les niveaux d'HbA1c, on n'a pas. Mais on peut aller, en fait, sacrément loin. On peut aller demander, par exemple, comme on a des listes de communes pour nos territoires, l'ensemble des chiffres sociodémographiques pour nos territoires donnés. Combien de chômeurs, combien de taux de précarité, combien d'accès. Et donc, ça donne, en fait, des outils super puissants aux professionnels de santé, de terrain. Merci. Avant de donner la parole à M. Donnelly, est-ce que vous pouvez revenir sur la pyramide avec les pourcentages? Bon, ça c'est un truc qu'on... Voilà, c'est ça, là. Hein. C'est ça, donc il y a... En fait, c'est une pyramide qui a une base très large et qui se rétrécit très vite. Oui. Hein, donc il y a peu de malades en 1, 2, 3 par rapport à ça. Et ça, vous avez dit, il y a 54 159 malades. Et ils sont redevables de quoi, cela? Non, ils ne sont pas malades. Ils ne sont pas malades, Ils oui. peuvent ne pas être malades. Ce sont des gens pour lesquels il faut faire quelque chose en lien avec le diabète. Donc, dans ce C'est-à-dire, il faut faire quoi? Une prise de sang? C'est ça, c'est ce qu'on dit. Ça peut être soit un dépistage, par exemple, pour tous les hommes de plus de 45 ans, le dépistage est recommandé. Donc, on peut être tout à fait en forme, être un marathonien, et quand on arrive à 45 ans, il faudrait faire un dépistage. Donc, ça, on a le détail, bien sûr, de quel type. Mais là-dedans, il y a des gens qui sont en insuffisance cardiaque, il y a des gens qui sont en surpoids, il y a des femmes de plus de 36 ans pour motif préconceptionnel. Il y a, en fait, c'est ce que dit la littérature médicale sur, en matière de diabète, qu'est-ce qu'il faut aller chercher, qu'est-ce qu'il faut... en fait, ils sont là. Oui. Ah oui, pardon. Je n'ai pas le micro. Donc, en fait, qui doit être ciblé, là, c'est là-dedans, dans les logigrammes, où on dit, ben voici les gens
qui sont dans la base de votre pyramide. Donc, c'est pour ça qu'on arrive à des chiffres très importants, mais c'est normal d'une certaine façon. Très bien. Oui, Bambi. Après, on enchaîne. Bonjour. Oui. J'ai juste une question par rapport à l'impact sur le flux, notamment au niveau hospitalier, puisqu'à un moment donné, vous indiquez qu'il y a un impact sur le flux par la régulation au niveau de la ville. Et vous pensez au niveau des délais après ces réunions cliniques et tout ça, comment, du moins, au niveau de l'impact? Ce qui va arriver dans les réunions cliniques, c'est qu'assez rapidement, là, donc à chaque étage, si on veut, de la pyramide, les gens doivent se mettre d'accord sur une série d'actions à faire. Et par ailleurs, on distribue donc les logigrammes de prise en charge. Et ce qu'on aimerait faire, en fait, c'est d'aider les médecins traitants à identifier quasiment automatiquement toute leur patientèle qui entre dans la pyramide et les classer pour eux. Et là, ça donne un outil. Donc, ça veut dire que pour un gros paquet de patientèle, ils auraient déjà qui ils sont, c'est quoi leur niveau de gravité, qu'est-ce que je dois faire, et ainsi de suite. Après, il y a un temps pour décider qu'est-ce qu'ils doivent faire comme action ensemble. Donc là, je sais pas moi, on va étendre le dépistage capillaire chez les pharmaciens d'officine dans le Douaisis. Bon, après, il y a ce temps-là pour mettre en place. Et après, ça tourne. Je pense qu'on peut arriver à des résultats à l'intérieur d'un an. On va avoir des changements dans les chiffres qui sont là-dessus. Parce qu'en fait, on voit que les trous sont tellement énormes dans la raquette que il y en a certains qui peuvent être bouchés facilement, d'autres très difficilement. Est-ce qu'on va y arriver? Je ne sais pas, mais beaucoup de choses simples pourraient être faites tout de suite. Ce qu'on voit dans les réunions, en fait, c'est que les gens sont simplement contents de se rencontrer. Ils ne se connaissent pas. Et simplement le fait d'être ensemble, avant même qu'on entre dans l'expertise médicale, le professeur machin, le fait de se rencontrer, de discuter, de dire, mais vous faites de l'activité physique adaptée, justement, je cherchais. Juste ça. Merci beaucoup. Merci Antoine. Je donne la parole à Monsieur Donini de Sanofi, l'innovation chez Sanofi. À vous. Et pendant qu'on prépare le PowerPoint, je voulais donc vous remercier, M. Follet, pour cette invitation. Je suis très honoré d'intervenir aujourd'hui au nom de Sanofi. Alors, ma présentation va porter quand même, certes sur l'innovation en prévention, mais strictement sur l'aspect prévention vaccinale. C'est mon domaine d'expertise, si je puis dire. Mais en fait, j'ai une deuxième mission qui vient juste de me tomber sur la tête à l'instant précis. C'est la défense du Douaisis. Parce que figurez-vous que j'habite dans le Douaisis. Et non, je plaisante, mais c'est... Le visage que vous avez montré est la triste réalité, effectivement. On a un taux d'obésité énorme, mais c'est un peu le hasard des circonstances qui fait que... Voilà. Et donc, blague à part, j'approuve ce que vous venez de présenter. L'innovation en prévention, j'ai simplement rappelé qu'en termes de prévention vaccinale, je ne vais pas dire des poncifs, mais c'est toujours bien de les rappeler. La vaccination sauve des vies, vous le savez. On estime à 2 à 3 millions de vies épargnées chaque année grâce à la vaccination. Et finalement, c'est un investissement qui est rentable, c'est même le plus rentable en matière de santé. J'aime bien le rappeler. Et puis, malgré tout, alors le diapositive n'est pas de très bonne qualité, bien que effectivement cet investissement soit rentable et qu'il ait fait ses preuves, il se trouve que la France est un pays un peu en marge. Alors c'est une enquête qui a été menée par la London School of Hygiene, qui en fait montrait la France comme le pays le plus réticent à la vaccination. Je vous l'ai mis presque pour l'anecdote parce qu'on sait tous ici que cette étude est pleine de biais et qu'elle ne représente pas la réalité en valeur absolue. Par contre, elle montre que la France est un pays qui est un de ceux qui est le plus défiant à la vaccination. Et donc, on n'est peut-être pas les premiers, mais enfin, on n'est pas loin du quintet de tête. Alors, selon nous, en fait, il y a 3 grands axes en termes de prévention vaccinale, d'innovation en prévention vaccinale. Il y a 3 grands axes à travailler. Le premier, c'est les données de santé. Le deuxième, c'est notre capacité, et là, c'est vraiment notre propre responsabilité, notre entière responsabilité, notre capacité à inventer de nouveaux vaccins et de nouveaux concepts vaccinaux. Et le troisième pilier, c'est l'innovation organisationnelle. Et je pense que vous avez dépensé beaucoup d'énergie aujourd'hui à en parler de cette innovation organisationnelle. Et j'en ferai mon petit couplet aussi. Et je parlerai aussi un tout petit peu des CPTS. Alors, l'accès aux bases de données en matière de vaccination, c'est vraiment un point essentiel. Si vous voulez, la vaccination souffre d'une chose, c'est de sa difficulté à démontrer son efficacité.
quand on a une pathologie qui est extrêmement fréquente sur le territoire, on invente un nouveau vaccin, je vous le fais schématiquement, la population se vaccine, la maladie disparaît, on a une preuve patente de l'efficacité, on est très content. Ça se passe jamais comme ça. En fait, la plupart du temps, la pathologie est assez rare, hein, on n'est plus dans le temps des grands fléaux, et donc comme la pathologie est rare, elle apparaît peu souvent, et donc le bénéfice apporté par la vaccination n'est pas forcément aussi évident pour le commun des mortels. Il est au niveau épidémiologique, il est pour les autorités de santé, mais il n'est pas forcément à titre individuel. Et donc, l'avantage et la force de ces grandes bases de données, c'est de factualiser les choses. Je ne sais pas si le mot existe, mais c'est de faire en sorte qu'enfin on ait des données probantes à la fois d'efficacité et à la fois d'impact, et à la fois également aussi de pharmacovigilance, enfin d'effets indésirables. Pour vous citer un exemple que vous avez tous en mémoire, l'hépatite B, la fameuse polémique sur le vaccin hépatite B, si on avait eu accès à des bases de données rapidement à l'époque, dans les années 80, on n'aurait pas vécu ce qu'on a vécu. C'est encore une polémique qui traîne dans les esprits 30-35 ans après. Si on avait pu démontrer, si on n'avait pas mis 10 ans, je veux dire les choses comme ça, à prouver que le vaccin ne déclenchait pas des effets indésirables qui lui étaient reprochés, probablement que la polémique n'aurait pas enflé autant. Et d'ailleurs, on l'a vu, puisque plus récemment, le vaccin HPV a presque subi la même polémique, et finalement, on a réussi, quand je dis on, c'est les autorités de santé, on a réussi à éteindre un peu l'incendie en démontrant effectivement que le vaccin HPV, comme le vaccin hépatite B, n'était pas lié à des pathologies type sclérose en plaques. Je vous l'ai dit juste à l'instant, avoir accès aux bases de données, c'est pouvoir démontrer l'efficacité d'un programme vaccinal. Un programme vaccinal, c'est un vaccin plus une organisation autour, et il n'y a pas de vaccin efficace sans programme vaccinal. C'est tout simplement parce que l'objectif de la vaccination, c'est de protéger ceux qui ne peuvent pas se vacciner, les plus fragiles, ceux pour qui le vaccin n'est pas efficace, et puis aussi ceux pour qui le vaccin impacte directement. Donc il y a une notion d'efficacité de programme vaccinal. Bien sûr, optimiser la pharmacovigilance, c'est clé aujourd'hui. On n'accepte pas qu'il y ait un effet indésirable, et c'est la moindre des choses. Et donc pour ça, il faut pouvoir également répondre rapidement aux problèmes de détection des effets indésirables rares. On sait que dans les essais cliniques aujourd'hui, on monte les populations étudiées à un niveau très très élevé, et pour autant, on n'arrivera jamais à détecter dans un essai clinique les effets très très rares. Et ces effets rares, on peut les détecter en vie courante, à condition d'avoir une pharmacovigilance pointue avec un accès aux bases de données rapide et efficace. Pas seulement colliger, si vous voyez ce que je veux dire, pas seulement colliger et empiler les effets indésirables, mais travailler réellement à chercher le risque, faire apparaître le risque. Et tous ces points, ces utilisations de données de santé permettront de renforcer, on l'espère, la confiance, qui est clé pour la vaccination, puisque on le voit, le Français, je vous l'ai montré en préambule, est quand même un peu réticent. On espère pouvoir, grâce à ces données de santé, travailler cette confiance. L'autre pilier, c'est les nouveaux vaccins. Je vous le disais tout à l'heure, c'est vraiment notre domaine d'expertise. Et souvent, quand on parle d'innovation en matière de vaccination, les gens pensent d'abord et avant tout à de nouveaux vaccins. Ils vont créer de nouveaux vaccins pour protéger contre des maladies pour lesquelles aujourd'hui il n'y a rien. Finalement, on s'aperçoit quand même que c'est assez rare. Finalement, les nouveaux vaccins, finalement, sont assez rares parce qu'en fait, créer un antigène est très complexe, et on voit bien que, par exemple, pour des pathologies comme la tuberculose, le VIH, le paludisme, on bute quand même clairement, et on a beau chercher, on a beaucoup de mal à développer des vaccins, on a beaucoup de mal à trouver des vaccins efficaces. Pour autant, et c'est nécessaire d'innover parce qu'on a des défis de santé publique extrêmement importants. On a les maladies émergentes, bien sûr. Hein. Tous les jours, quasiment, on entend parler d'une nouvelle fièvre. Alors, ça peut être le Zika, ça peut être... enfin bref, il y a énormément de pathologies émergentes, notamment du réchauffement climatique, mais pas que. Le vieillissement de la population qui fait émerger des besoins de protection accrue, je dirais, et puis en fait l'acceptation de la vaccination pour laquelle il est nécessaire d'innover. Je vous le montrais tout à l'heure, la population est de plus en plus réticente, on peut le dire, et il est important de s'organiser de façon à pouvoir répondre à ce défi. Je vous le disais, trouver des nouveaux antigènes, c'est pas simple. On a en tête je vous disais, un VIH, une tuberculose, on bute. Pour autant, on a quand même cette capacité, bien sûr, à en développer. Je pense notamment
vaccin hépatite B, vaccin plus près de nous, le vaccin HPV contre le cancer du col de l'utérus, enfin contre les infections à papillomavirus plus exactement. On pourrait imaginer aussi un vaccin qu'on a mis sur le marché il n'y a pas si longtemps que ça, un vaccin grippe sous forme intradermique. Donc cette fois-ci, ça n'était pas l'antigène qui était nouveau, mais le mode d'administration, qui finalement n'a pas été commercialisé parce que les autorités de santé n'ont pas jugé que c'était suffisamment, enfin que ça méritait, je dirais, un financement supplémentaire. Et donc là, on peut aussi poser la question du financement de l'innovation et de la perception de la frontière entre l'innovation et l'amélioration en ce qui concerne notamment les produits de santé. On aura, juste pour vous citer un nouvel antigène qu'on va bientôt pouvoir vous proposer, on aura bientôt un vaccin contre le virus respiratoire syncytial. Donc ça fait partie des pistes de nouveautés. Parmi les innovations en termes de nouveaux vaccins, on a également la voie d'administration. Je vous le disais à l'instant, ce fameux vaccin sous forme intradermique, vaccin grippe intradermique, qui était donc plus efficace que le vaccin initial, enfin le vaccin par voie sous-cutanée ou intramusculaire. On peut aussi voir des combinaisons vaccinales, et dans ce domaine, on cherche réellement. Alors ça peut ne pas vous paraître une innovation que de combiner des vaccins existants. Sachez quand même que prendre 5 vaccins actuellement commercialisés et en réaliser une combinaison et la commercialiser, ça nous prend 10 ans. Donc c'est réellement un vrai travail avec des essais cliniques d'efficacité. À chaque fois que vous mélangez 2 composants, vous devez relancer une série de tests et des études au long cours. Donc ce que je veux dire par là, c'est que proposer une combinaison vaccinale comme on le fait aujourd'hui pour les petits, des vaccins dits hexavalents, donc qui contiennent 6 pathologies, on va dire qui protègent contre 6 pathologies, c'est une vraie solution. Ça permet d'écarter, de faire de la place dans le calendrier vaccinal. Et c'est un travail à temps complet, si je puis dire, c'est-à-dire que c'est extrêmement complexe à développer. Voilà. Et c'est pas seulement on mélange 6 vaccins et puis on fait un petit test et puis ça marche et puis on y va. Non, non, c'est vraiment une des pistes d'ailleurs d'amélioration des couvertures vaccinales, puisqu'on se dit que moins on piquera les enfants ou les adultes et mieux l'acceptation de la vaccination se fera. On sait tous que la peur de la piqûre, c'est quand même un des premiers freins. Enfin, le développement de nouveaux adjuvants. Les nouveaux adjuvants sont quand même un point clé. À côté d'adjuvants, on a tendance à mettre des mots un peu inquiétants. On a tous en mémoire l'histoire du H1N1 avec les fameux adjuvants qui faisaient peur. Bon, la réalité, c'est qu'un adjuvant est intrinsèquement lié à un vaccin. La plupart des vaccins modernes possèdent un adjuvant. Sans adjuvant, le vaccin ne serait pas efficace. Cet adjuvant, ça peut être de l'aluminium, ça peut être du squalène, peu importe. Je dirais que c'est une piste pour nous de développement extrêmement importante et on met beaucoup d'énergie et d'investissement sur cette piste parce qu'on se rend compte qu'on arrive, si vous voulez, à un certain niveau de capacité à développer des nouveaux antigènes que les nouveaux adjuvants sont capables de débloquer. Finalement, je pense à l'exemple du VIH ou l'exemple du paludisme, c'est peut-être par les nouveaux adjuvants qu'on peut espérer débloquer une situation qui est bloquée depuis plusieurs années. Et enfin, une dernière piste d'innovation en matière de nouveaux vaccins, là pour le coup, c'est vraiment notre domaine de compétences et de légitimité, c'est les process industriels. J'avais deux ou trois petites diapositives à vous montrer. Juste vous rappeler que fabriquer un vaccin, c'est très complexe et qu'on a grosso modo 3 grands défis. Un processus extrêmement long, avec près de 7 à 36 mois de production. 7 mois, c'est pour la grippe, 36 mois, c'est pour les vaccins et les combinaisons vaccinales. Donc vous voyez, dans ces 36 mois, 70% du temps est consacré à des tests. Et finalement, il y a une augmentation de la demande avec un nombre restreint de producteurs. Et donc notre innovation, on la situe ici, tout simplement, dans les 70% de tests. Il ne s'agit pas de faire moins de tests, mais il s'agit d'améliorer nos tests, parfois les adapter. Je prends l'exemple des tests sur animaux. Il nous arrive encore malheureusement de devoir utiliser des souris, par exemple, pour faire des tests d'immunogénicité. Parce que, bon voilà, un organisme vivant est parfois le seul moyen de pouvoir démontrer certaines propriétés du vaccin et de l'antigène. Finalement, si on peut changer ce test pour un test in vitro, tout le monde est gagnant. Ça fait partie des pistes d'innovation sur lesquelles on travaille énormément, puisque, vous voyez, 70% du temps est consacré au test, donc c'est une place particulièrement importante. Le dernier point,
on innove aussi parce qu'on veut améliorer nos approvisionnements. Et là, ça me permet de faire un petit aparté sur les problèmes de stock, les problèmes d'approvisionnement. C'est quelque chose qui est sur la place publique qui est assez, qui cristallise beaucoup de stress, surtout en ce moment. L'idée, voilà, pour nous, c'est de nous améliorer dans nos process pour pouvoir nous harmoniser en termes de tests de contrôle pour pouvoir assurer un approvisionnement fiable et durable. Pardon. Et ça, c'était pour pour vous montrer simplement le schéma de production d'un vaccin, juste pour vous montrer que c'est extrêmement complexe et qu'on fait juste entre 100 et 1000 contrôles qualité pour chaque lot de vaccin sur une durée de 36 mois. Mais je m'écarte un peu. Le dernier pilier que je voulais aborder avec vous, c'était celui de l'innovation, on va dire, organisationnelle. L'idée, évidemment, c'est qu'il n'y a pas de vaccin sans programme de vaccination et que le programme de vaccination se doit de vacciner la bonne personne au bon moment avec le bon vaccin. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et aujourd'hui, en France, on assiste en fait à une sorte de complexification de l'organisation où on empile les responsabilités. On avait au départ, la vaccination était quand même le cœur de métier du médecin. Et si on prend l'exemple de la vaccination grippe, on a ajouté les infirmières, puis on a ajouté les pharmaciens tout récemment, les sages-femmes également. Et on se trouve avec une multiplication d'acteurs, avec une bonne, avec quelque part une intention louable qui est de multiplier les occasions d'être vacciné, donc de multiplier, d'améliorer la couverture vaccinale. Le problème, c'est quand vous multipliez les acteurs, vous diluez la responsabilité s'ils ne se parlent pas. Et puis évidemment, si vous multipliez également les lieux, c'est vrai que c'est plus facile pour le patient d'accéder à la vaccination, mais finalement, il ne sait plus trop où donner de la tête. Et cette complexité organisationnelle, en fait, elle aboutit, tout au moins pour la partie grippe, hein, je resterai sur ce vaccin-là, elle aboutit en fait à on ne va pas dire une baisse de l'efficience du dispositif, mais en tout cas, elle ne produit pas tous les effets qu'on pourrait espérer. Je prends l'exemple de la vaccination grippe, on voit bien que la campagne de vaccination aujourd'hui a tendance à stagner alors que les acteurs se multiplient. Donc il y a certainement quelque chose à faire. Et une des raisons peut-être, un des axes, et je reviens au CPTS, un des axes d'amélioration pourrait être les communautés professionnelles territoriales de santé. Et je pourrais vous en dire deux ou trois mots. On pourrait très bien imaginer que dans le cadre d'une CPTS, le projet de prévention soit celui de l'amélioration de la couverture vaccinale, qu'un référent puisse être nommé, que ces référents puissent prendre les données de l'assurance maladie et les travailler en termes de couverture vaccinale de population, qui pourrait effectivement derrière communiquer auprès des médecins, auprès de tous les professionnels concernés sur l'état de santé de sa population, le statut vaccinal de ses patients, et quelque part, oui, piloter la campagne vaccinale sur une courte période, puisque ça dure 3 mois, et avec un objectif final d'améliorer cette couverture vaccinale, et je pense notamment aux patients les plus fragiles, aux patients chroniques, pour lesquels aujourd'hui la couverture vaccinale est quand même de moins de 30%. 30% des... Vous le savez mieux que moi. Ils l'ont dans les ROSP, mais oui, là aussi, c'est étonnant parce que ce sont les médecins qui ont dans les ROSP la couverture vaccinale grippe, et finalement, c'est les pharmaciens et les infirmières qui vaccinent et qui travaillent pour eux. C'est un peu étrange comme organisation. Probablement qu'il faudrait revoir cela également. Voilà. Et donc, pour terminer, parce qu'il faut une fin, les outils digitaux. Alors, c'est clairement, en termes d'organisation, une piste intéressante. On pense notamment au carnet de vaccination électronique. Bon, je ferai bien un petit sondage. Qui ici a un papier sur lui ou à la maison qui explique clairement les vaccins qu'il a reçus ces 10 dernières années avec le numéro de lot et la date? Je pense que vous ne seriez pas très nombreuses et nombreux Ah si, j'en tiens deux. Oui, mais vous, non, c'est pas normal. Vous comptez pas. L'idée, donc, clairement, c'est de se dire que depuis des années, on a tous reçu des vaccins et on n'a aucune trace de ces vaccinations reçues. Le carnet de vaccination électronique, ça sera peut-être la réponse. On sait qu'il va être intégré au DMP dans quelques semaines. C'est peut-être la solution. Et en tout cas, que tous les professionnels de santé d'un territoire puissent partager le statut vaccinal de leurs patients, ça me semble évident. Il faut que le médecin traitant puisse savoir que c'est le pharmacien qui a vacciné son patient qui est en face de lui au mois de janvier. Enfin, ça nous paraît tous évident, mais pour l'instant, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Et puis, je voudrais terminer avec un dernier point, qui est l'intelligence collective. Ça fait partie des innovations qu'on essaie de mettre en place. C'est essayer de faire travailler les cerveaux des jeunes à travers de l'open science. En fait, c'est en gros
permettre à tout à chacun, on met une problématique en ligne, et c'est un programme qu'on est en train de mettre en place chez Sanofi, on met avec la société Joggle, et donc on met en place en fait en ligne des problématiques, on met en place les données de santé qui vont avec la problématique, et on demande à des startups, à des jeunes, à des chercheurs, à toute personne qui souhaite s'y mettre, de les travailler pour essayer d'y trouver des solutions. Et on a vu des choses extrêmement intéressantes émerger, des belles propositions émerger. Ce sera peut-être l'occasion de faire un point une autre fois. On n'en est quand même qu'au début, et ce sera l'occasion peut-être de revenir vous en parler. Voilà, je pense que oui, c'est tout, c'est fini. Donc je voulais vous remercier. Merci beaucoup, monsieur. Je crois qu'on a bien vu la présence de l'innovation dans les différents processus que vous maîtrisez. Un même vaccin aujourd'hui n'est pas produit de la même manière qu'il y a 10 ans? Alors, non, c'est vrai. Un même vaccin n'est pas produit de la même manière. Alors, les processus globaux sont les mêmes. On modifie quand même à la marge. On modifie Ça reste un vaccin, voilà. Oui. Après, ce qui se passe, c'est que les vaccins, juste sans rentrer dans les détails techniques, l'autorisation de mise sur le marché d'un vaccin, c'est le processus de fabrication. Donc à chaque fois que vous modifiez le processus, vous changez une cuve, vous changez un test, vous changez l'autorisation de mise sur le marché. Donc ce sont des process assez stables, finalement. Dans le temps, on a toujours le même processus. Et quand on change de vaccin, on change plutôt que de changer de processus, on change de vaccin. Très bien. Monsieur Thébault? Une petite remarque pour préciser et pour introduire Nathalie Salle. Tous les médecins ont accès à l'historique de remboursement à condition d'avoir la carte vitale du patient. Tous, et c'est depuis au moins 10 ans. Donc on peut tous savoir le statut vaccinal de son patient en regardant sur l'historique de remboursement. Le problème, c'est que les médecins ne savent pas, ou ne savent pas le faire, ou ne sont pas au courant. Voilà, c'est un problème d'information. Et les patients non plus. Il y en a peu qui regardent leur carte vitale. Ouais. Hein, c'est quand vous êtes... vous voulez savoir, moi je ne sais pas quelles sont les vaccinations que j'ai eues là, depuis 10 ans. Alors ça c'est tout. Faut-il que le DMP soit en place? Ouais, alors, historique de remboursement ne voulant pas dire vaccination, parce que vous avez des gens qui prennent le vaccin à la pharmacie et qui ne se vaccinent pas. Mais bon, on est dans le détail. C'est ceux qui ont peur des piqûres. Très bien. Allez, merci beaucoup, monsieur Donini. Je passe la parole à Mme Salle, présidente de la Société française de télémédecine. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Donc, on m'a demandé de parler de télésanté, télémédecine, innovation, prévention. Donc, je vais vous parler de prévention plutôt dans le parcours de soins. Et comme je suis gériatre au CHU de Bordeaux, je vais parler de la prévention, de l'intérêt et l'impact de tout ce qui est télésanté. On va voir aussi le vocabulaire dans le parcours de soins et dans la prévention des maladies chroniques, de l'hospitalisation inappropriée ou dite potentiellement évitable des malades qui ont une maladie chronique. Donc aujourd'hui, on parle bien de télésanté et ça regroupe en fait deux grands groupes d'actes, la télémédecine qui fait intervenir un médecin et le télésoin, c'est nouveau. Ce n'est pas encore apparu complètement dans le paysage aujourd'hui de l'activité du soignant. Et vous allez voir que ça intègre tous les auxiliaires médicaux, mais il y en a pas mal, et les pharmaciens, qui vont pouvoir soigner, améliorer, disons, le suivi de leurs patients en utilisant des outils qui permettent de soigner à distance. Mais ce n'est pas de la télémédecine, c'est pas évident. Donc tout ça est rentré maintenant dans la loi. On a, vous le connaissez, l'avenant 6 à la convention médicale qui a permis de tarifer 2 actes. La téléconsultation qui permet de voir un patient à distance avec un appareil vidéo et la téléexpertise qui permet à 2 spécialistes ou 2 médecins, disons, d'échanger des données médicales de manière sécurisée pour améliorer la prise en soin des patients. Plutôt des patients chroniques, ALD et d'autres ici particularités décrites sur la diapo. On a aussi récemment la possibilité, avec l'avenant 15 à la Convention des pharmaciens, de pouvoir suivre son patient en pharmacie. Vous savez que le réseau des pharmacies est bien complet en France, ce qui permet d'améliorer aussi le suivi des malades qui ont une maladie chronique. On a aussi la possibilité, quand on est infirmier, de venir accompagner le spécialiste qui est à distance au chevet du patient chez lui et d'avoir un tarif pour ça. Jusqu'à présent, on ne l'avait pas.
et donc le télésoin qui est rentré dans la loi de santé, c'est l'article 13 de la loi de santé 2019. Alors ce qu'on sait, quand on interroge les équipes qui réalisent de la téléconsultation notamment, c'est que, en tout cas au niveau soignant, on se sent moins isolé. Voilà, on a plus de réponses à ces questions, surtout dans le cadre de maladies chroniques complexes. Et le fait de se sentir moins isolé fait qu'on acquiert de nouvelles connaissances et on applique un peu mieux les recommandations de bonnes pratiques. Et c'est un peu vers ça que je voudrais aller, c'est qu'en permettant d'optimiser la qualité du soin en termes de suivi de maladies chroniques, eh ben, on évite les décompensations aiguës qui sont fréquentes chez des patients notamment âgés qui ont beaucoup de maladies chroniques. Et si on évite les décompensations aiguës, on prévient des admissions dites évitables aux urgences. Et du coup, à mon avis, on fait de la prévention en termes de parcours de soins. Il y a des nouveaux métiers qui ont été créés à travers la télémédecine et dont les infirmières qui ont des compétences déléguées par des médecins qui sont dans un cadre en fait, de protocole de coopération, article 51 de la loi de financement de la sécurité sociale de 2017, qui permettent aux infirmières qui ont ce protocole, et ça existe dans le diabète, dans la plaie, dans l'insuffisance cardiaque, etc., d'améliorer le suivi et d'aider le médecin à pouvoir voir beaucoup de patients en téléconsultation. Et la prise en charge, à mon avis, est optimisée. Moi qui suis gériatre, quand je vois le patient dans mon cabinet, je le vois seul, souvent, avec un ambulancier qui l'a déposé là, dans le couloir, et j'ai pas beaucoup de données. Enfin, je passe mon temps à appeler le médecin généraliste, l'infirmière s'il est en EHPAD, etc. Et je vais avoir plus ou moins de données pour pouvoir bien le suivre, en tout cas bien le traiter ou bien le diagnostiquer s'il a une maladie à rechercher. Quand je le vois en visio, je le vois avec ses soignants habituels chez lui. D'ailleurs, le patient parle 10 fois plus, parce qu'il n'est pas stressé, il n'est pas à l'hôpital. Donc j'ai beaucoup plus de données et j'ai les données des infirmières qui apprennent de moi et moi j'apprends d'elles. Et du coup, cet échange fait que ce patient décompense moins et va avoir, vous allez le voir sur des petites études qu'on a fait, moins aussi de iatrogénie médicamenteuse. Un autre problème. Donc, meilleure qualité de vie, on ne sait pas, point d'interrogation. Bon, les patients disent qu'ils vont moins à l'hôpital, c'est mieux pour eux, mais certains regrettent de ne pas aller à l'hôpital. C'est une activité comme une autre. Sortir pour aller à l'hôpital, pour certains, c'est aussi une belle activité. Bon. Vous allez voir qu'on optimise au niveau thérapeutique les prescriptions médicamenteuses. Et comme je l'ai dit, on a beaucoup plus de données médicales et ce patient qui est moins stressé chez lui avec ses soignants habituels est plus réceptif aussi à ce qu'on va dire et rentre plus facilement dans ce qu'on peut appeler l'éducation thérapeutique, notamment les personnes âgées lorsqu'on utilise un écran type écran de télévision, enfin, un peu cet écran là-haut. Ça marche très bien parce que pour eux, ça équivaut à la télé. Et si la télé parle, on croit ce que la télé dit. En fait, c'est une génération qui fonctionne bien avec la télé. Et d'ailleurs, pour une petite anecdote, ils m'écoutent plus quand je suis dans la télé que quand ils me voient en présentiel dans mon cabinet. Donc, il faut dire que ça marche bien. Peut-être que la génération qui suit ne sera pas du tout la même par rapport à ça. Bon, caractéristiques des patients. On voit des patients très lourds qui ont beaucoup de maladies chroniques. Regardez juste la ligne maladies chroniques, 6, beaucoup de médicaments différents et qui sont suivis en télémédecine. Donc, il n'y a pas de contre-indication à être suivi. Et ce que l'on voit notamment lorsqu'on le fait dans les EHPAD, c'est qu'il y a beaucoup de soignants en face, différents, de l'infirmière aux aides-soignantes, en passant par tous les auxiliaires médicaux. Et on arrive à avoir aussi le médecin généraliste, ce qui est bien. J'ai mis un petit téléphone, parce qu'il a du mal à se déplacer lorsqu'on est connecté, mais il va se connecter au téléphone en audio avec nous. Et c'est ça qui permet aussi le suivi des recommandations et un meilleur consensus. Regardez par exemple ça, c'est un papier qu'on est en train de publier dans le journal américain de gériatrie sur des stratégies qu'on utilise pour essayer d'optimiser la prescription médicamenteuse des personnes âgées. On sait que les médicaments les amènent aux urgences. On ne veut pas qu'ils ne viennent plus aux urgences, les personnes âgées. Il faut qu'ils y viennent s'ils en ont besoin, mais qu'ils y viennent de manière appropriée et non évitable. Alors on a plusieurs stratégies. La stratégie STOP, c'est une stratégie qui est recommandée par la Haute Autorité de Santé, Start and Stop, qui permet en fait d'arrêter certains médicaments non appropriés. Là, par exemple, on a arrêté les psychotropes dans cette publication-là, dont les neuroleptiques, qu'on n'arrive jamais à arrêter, que ce soit en consultation physique ou à l'hôpital. Les patients le reprennent, sont
de nouveau sous neuroleptique après, parce qu'il y a des troubles du comportement qui surviennent et c'est compliqué à gérer en EHPAD, à la maison ou ailleurs. Donc là, on a regardé pourquoi ça marchait et on a vu que c'était positivement associé à la présence de soignants. C'est-à-dire, plus il y a de soignants en face, plus ce qu'on a proposé de faire, c'est-à-dire d'arrêter le neuroleptique, fonctionne. Pareil pour la présence du médecin coordonnateur et la présence d'un psychologue. En fait, ce qui se passe, c'est que quand on propose d'arrêter ce traitement-là, on propose des thérapies non médicamenteuses qu'on explique. Et on a tous les soignants qui sont en face de nous, toute l'équipe, qui comprend, qui va critiquer, oui, non, est-ce qu'on a le temps, pas le temps. Enfin, donc on a un consensus qui est obtenu pendant la téléconsultation et ça permet d'arrêter ces traitements. Dans cette étude-là, on a suivi l'arrêt à 6 mois, c'est toujours pas repris pour ces neuroleptiques qui sont vraiment très très compliqués à arrêter. De même pour la stratégie START, où on va avoir ici les antidépresseurs, les antalgiques qui ont été les principaux regardés. De même, la présence de soignants va bouger un peu les statistiques. Et là, on avait aussi la présence d'un membre de la famille qui permettait, peut-être pour les antalgiques, bizarre, de pouvoir améliorer la prescription thérapeutique adaptée pour la maladie en cours. On a aussi essayé de comparer un peu ce qu'on fait en télémédecine par rapport à ce qu'on fait dans le gold standard. Donc on a regardé que pour les plaies, l'hôpital de jour, à l'hôpital. C'est là qu'on suit les patients qui sont âgés et qui ont une problématique de plaies complexes. Par rapport à la télémédecine, et ce qu'on a vu, c'est que ça ne faisait pas mieux ou moins bien que l'hôpital de jour, donc c'est pareil. En revanche, comme je le disais, beaucoup moins de données manquantes et un taux de recommandation bien supérieur, qui est d'ailleurs toujours à 100%. Parce qu'on va faire un consensus avec eux en live. S'ils ne sont pas d'accord avec le pansement prescrit, on ne va pas le prescrire. S'ils ne sont pas d'accord parce qu'ils ne peuvent pas bouger le patient toutes les 2 heures, on ne va pas l'écrire et on va s'adapter à le faire autrement. Voilà. Donc ça, c'est très agréable pour les équipes, mais pour nous aussi. Parce que du coup, on ne revoit pas le patient tous les mois en essayant de redire toujours la même chose. Bon, un accès facilité à l'expertise, un parcours de soins qui est simplifié aussi pour ces patients qui ont beaucoup de maladies chroniques et qui nécessitent l'avis de plusieurs experts spécialistes. Peut-être qu'il y a une maîtrise des dépenses de santé, j'en sais rien. On est en train d'essayer de l'évaluer dans un projet PREPS. Et peut-être que ça rationalise aussi le recours à l'hospitalisation. En tous les cas, dans les recos de l'HAS qui avaient été publiés sur comment réduire ces hospitalisations non pertinentes, disons évitables, la télémédecine figurait pour les EHPAD comme outil par rapport aussi à d'autres intéressants à utiliser. Donc juste là pour vous montrer aussi que dans le parcours, ça peut prévenir plein de choses. La téléconsultation, ça c'était une toute petite étude qu'on avait publiée dans un journal qu'on avait à l'époque à la Société française de télémédecine mais qu'on n'a plus. Donc vraiment un petit focus. On avait interrogé les médecins généralistes en amont, quand on leur avait donné la date du rendez-vous de consultation en télémédecine. On leur avait demandé ce qu'ils auraient fait s'ils n'avaient pas eu accès à la télémédecine. Donc c'est vraiment une étude qui n'est pas intéressante au niveau statistique, mais qui montre quand même une petite ambiance. Et on voit que les médecins auraient facilement adressé leurs patients en consultation spécialisée, en hospitalisation programmée, en hôpital de jour, très peu aux urgences. C'est ce qu'ils ont dit, on n'a pas pu le vérifier. Et nous, on s'est intéressé à ces 27% de non-demande d'experts. C'est-à-dire que le patient reste dans l'EHPAD et n'a pas d'avis d'expert, de spécialiste, il ne va pas bouger. Les soins vont être poursuivis en EHPAD, c'est ce que répond le médecin généraliste. Et on s'est aperçu que dans ces 27% des cas, on a beaucoup de patients très dépendants et très polypathologiques. Donc, le CIRSE-G, c'est une évaluation, c'est une échelle qui nous permet de voir la sévérité des maladies chroniques. C'est-à-dire qu'il y en a beaucoup et s'il y en a une ou deux, elles sont sévères. Et on voit là que les médecins généralistes, avec une enquête qualitative qu'on a fait avec des sociologues, nous parlent de renoncement aux soins. Donc ils ont une sensation de renoncer aux soins pour des patients très lourds, au niveau de la dépendance, au niveau de la maladie. Et pour eux, ce qu'ils disent aujourd'hui, la télémédecine a gommé ça, parce qu'on va dans la chambre du patient, quel que soit son état. Et ça peut aussi apporter une réponse dans des cas un peu complexes. Donc du coup, on a essayé de travailler sur un projet PREPS, donc parcours, parce qu'on était parti de l'idée que notre télémédecine prévient, la prévention en termes de parcours, des hospitalisations potentiellement évitables. Et donc, on a eu un financement pour ce projet-là, qui s'appelle EFFOR, et qui nous permet en objectif principal de voir l'impact de la télémédecine sur le taux d'hospitalisation non programmée en EHPAD,
un objectif secondaire, on a évalué l'impact de ces téléconsultations sur la qualité de vie au travail des soignants. C'était il y a 3 ans qu'on avait écrit ça, parce qu'aujourd'hui on attend beaucoup des réponses de ce travail. Et on a aussi fait intervenir des sociologues pour faire une vraie enquête qualitative dans quelques EHPAD. Donc on a comparé 2 groupes, un groupe contrôle, un groupe intervention télémédecine, 12 EHPAD dans chaque groupe, et qui sont comparables, parallèles, prospectifs, et on va regarder sur une année, en suivant le patient, ce qu'il devient. Donc, est-ce qu'il va plus souvent aux urgences? S'il y va, mais il y a un groupe d'experts qui va lire a posteriori le dossier pour savoir si c'était potentiellement évitable ou non de l'avoir adressé aux urgences, etc. Donc, on a le gel de base en janvier 2020, et je reviendrai peut-être vous montrer les résultats. Ce qu'on fait aussi beaucoup en gériatrie, mais beaucoup dans toutes les spécialités qui suivent des patients qui ont une maladie chronique, on essaye de prévenir ces hospitalisations et éviter les passages aux urgences dits évitables en mettant en place, et ça dans tous les hôpitaux on le voit, des numéros uniques, donc une permanence téléphonique, une hotline téléphonique qui nous permet de donner accès au médecin généraliste à un spécialiste, donc là pour le coup c'est un gériatre, tous les jours de 9h à 19h, pour pouvoir discuter des dossiers et donner soit des conseils, soit hospitaliser en programmer quelque chose d'urgent, éviter le passage aux urgences, programmer une consultation, un hôpital de jour, etc. Donc juste montrer que ça marche très très bien. Et aujourd'hui, on essaye de le travailler en téléexpertise, c'est-à-dire de mettre en place un lien entre le spécialiste et le médecin généraliste, diffuser et échanger des données médicales de manière sécurisée par téléexpertise avec le téléphone qui ne change pas, simplement il y a quelque chose dans le téléphone qui fait que c'est sécurisé. Et ça va permettre, à notre avis, de pouvoir travailler de la même manière dans l'ensemble des établissements de santé d'un GHT avec les spécialistes, notamment de la médecine générale de la ville et du territoire de l'hôpital, pour pouvoir programmer le plus souvent, en urgence, dans la semaine, des hospitalisations plutôt que d'envoyer ces patients aux urgences où l'on sait que pour nous, en gériatrie, il y a beaucoup d'effets secondaires pour ces hospitalisations. Là, on va passer. Voilà, en conclusion, je vois tout le monde s'en va. En conclusion, pour moi, la télésanté est une opportunité forte, en tout cas dans mon métier de gériatre, mais je pense dans tous les métiers de spécialistes qui suivent des patients qui ont une maladie chronique. Pas dans le cadre de l'urgence, au moins, mais plutôt dans le cadre du chronique, justement. Mieux stabiliser, mieux suivre. Si on suit de manière plus qualitative, avec une bonne qualité des soins, une maladie chronique, on va pouvoir la stabiliser, justement, et on va pouvoir éviter ces décompensations aiguës et ces arrivées, aller-retour aux urgences. Voilà, donc ça, c'est vraiment un point de vue très personnel. J'attends les résultats de l'étude, mais je pense que du fait de la montée en compétences des soignants, où qu'ils soient, du fait d'avoir ce côté très live d'échange de données, on va pouvoir optimiser et prévenir les hospitalisations dites évitables. Et je vous remercie pour votre attention. Merci infiniment de cette présentation vécue avec une expérience personnelle très forte là derrière. Hein, c'est bien, oui, justement, on apprécie. C'est pour ça que je vous remercie. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, c'était bon. Dans les EHPAD, est-ce qu'il y a un financement pour le télésoin? Très bonne question. Alors déjà, même pour la télémédecine, il n'y en a pas. Donc aujourd'hui, les EHPAD sont accompagnés par les ARS en fonction des régions. En tout cas, en Nouvelle-Aquitaine, c'est comme ça. Dans d'autres régions aussi, mais de manière ponctuelle. Sur une année, on va mettre des outils connectés dans l'EHPAD, mais après, charge à l'EHPAD et aux EHPAD à payer tout ce qui est connexion, etc., pour avoir de la télémédecine. Donc on travaille en tout cas au sein des 2 sociétés. Moi, je suis aussi dans la société de gériatrie et la société française de santé digitale, elle s'appelle comme ça maintenant, avec le ministère pour qu'il y ait un vrai forfait structure qui soit mis en place aussi pour les EHPAD, pas simplement pour les pharmacies, mais aussi pour les EHPAD, parce qu'on est persuadé que l'EHPAD doit être connecté pour les patients qui sont à l'intérieur de l'EHPAD, mais probablement aussi pour les patients, les citoyens qui habitent autour de l'EHPAD, qui pourraient très bien venir dans l'EHPAD, se faire suivre pour un cas complexe. C'est vrai que moi j'ai essayé de le faire, mais quand on dit aux citoyens, vous avez du mal à respirer, allez dans l'EHPAD, ils vont vous prendre en charge. Ils vont pas spontanément. Malheureusement, ça marche pas. À part ça,
À part ça, dans votre expérience, les acteurs adhèrent. Les acteurs adhèrent. En revanche, Je veux dire, les patients, vous l'avez dit, mais Oui. les soignants de l'EHPAD, Voilà. votre équipe aussi. Ah oui, adhèrent. Donc, on a 2 ou 3 EHPAD dans le groupe des EHPAD connectés. On en a 80 aujourd'hui là, avec nous, avec le CHU, qui ont ouvert leurs portes vers le territoire dans le cadre de groupes qui s'appellent recherche, centre, ressources, recherche. Enfin, ils ont réussi à avoir des financements pour ça. Les acteurs sont très favorables, mais les acteurs de la ville aussi. L'infirmière de la ville qui vient avec son dossier le partager avec le spécialiste à l'intérieur de l'EHPAD, elle est très contente, elle est très bien reçue. Et ça consomme du temps pour vous. Pour nous, c'est toujours la question qu'on me pose. Aujourd'hui, on a organisé nos plateaux de consultation avec la télémédecine, c'est-à-dire qu'on a à peu près 6 salles de consultation dans le pôle de gérontologie où je suis. Et sur chaque écran d'ordinateur dans les salles, on a mis un petit matériel pour faire de la visio, et l'appareil est connecté pour pouvoir avoir à la téléconsultation facile. Il y a un casque, il y a tout ce qu'il faut. Donc, quand la secrétaire nous dit, voilà, vous avez une après-midi de consultation, on a certaines personnes qui sont inscrites dans le cahier en présentiel, et au milieu, il y a du virtuel. Donc, nous, en fait, on se tourne vers l'écran, on met le casque. Donc, en fait, ça ne change pas, moi, mon après-midi. Et ce que je peux dire, c'est que sur des consultations très complexes, je gagne du temps en faisant de la télémédecine, parce que j'ai beaucoup moins de coups de fil à passer, quoi. Voilà. J'en fais toutes les semaines, beaucoup, ça ne me prend pas plus de temps. C'est intéressant, madame, oui. Je n'ai pas répondu au télésoin de Jean-François. J'en parlerai après. Eh bien non, justement, c'est sur ça qu'on veut travailler. On veut absolument qu'il y ait une indemnisation des soignants sur l'EHPAD, peut-être en partant du principe qu'il y a tellement de transports évités, ce coût évité pourrait, à mon avis, payer. Enfin, c'est pas moi qui vais faire ça, mais voilà, moi j'ai demandé. Bonjour, Chitra Kishenaraja, je suis directrice d'hôpital à Besançon et donc avec la présence d'un CHU, et on voulait développer le partenariat avec les médecins de ville. Vous avez parlé de hotline, et est-ce que vous pouvez préciser effectivement comment vous avez développé ce lien? Vous avez expliqué qu'il y avait une présence de 9h à 19h d'un gériatre, et comment ça se passe effectivement sur plutôt les modalités de mise en œuvre de ce lien avec la ville. Merci. D'accord. Alors au départ, en fait, on a eu beaucoup de réunions le soir avec des médecins généralistes pour discuter de cas complexes, voilà, de cas qui leur posaient problème, de patients qu'ils auraient voulu hospitaliser mais qu'ils avaient du mal à hospitaliser. Enfin, il y avait vraiment un lien qui se passait pas bien. Et quand on leur a demandé au bout de pas mal de réunions ce qu'ils souhaitaient, ils nous ont dit, nous, ce qu'on souhaiterait, on va vous le dire, c'est appuyer sur un bouton et que le gériatre se matérialise dans notre bureau et prenne en charge le patient. On a dit d'accord, peut-être qu'on pourrait utiliser le téléphone. Donc c'est venu d'eux. C'est pas nous qui avons amené l'idée. Et donc après, on a beaucoup travaillé avec les URPS, notamment l'URPS en tout cas de Bordeaux et de l'Aquitaine à l'époque, pour que la communication soit faite auprès des médecins généralistes sur ce numéro unique qui allait être créé. Donc il y a eu beaucoup de communication. Donc au départ, on a eu quelques appels de ci, de là. Aujourd'hui, c'est vraiment une activité qui nous prend du temps, parce que c'est en plus de notre travail. Donc en fait, le lundi matin, moi, quand je fais ma réunion de pôle, je demande pour tous les jours de la semaine qui va être d'astreinte, entre guillemets, parce que c'est pas payé, qui va être là pour le téléphone, qui aura le téléphone dans sa poche. Donc tous les jours, quelqu'un me donne un nom, et je donne ça au secrétaire qui s'occupe de ce numéro. Donc tous les matins, le médecin en question met ce téléphone-là dans sa poche et est susceptible d'être appelé. Aujourd'hui, on a 5 à 10 appels par jour. Ça peut prendre un peu de temps parce que nous, on fait aussi la visite, des consultes, on fait autre chose. Donc, c'est pas évident, c'est en plus. Et on a comptabilisé, parce qu'on nous l'a demandé, et on est inclus dans un PHRC sur ce sujet-là, à peu près 980 appels par an. Ça ne cesse d'augmenter. Alors au départ, c'était que pour des demandes d'hospitalisation. Et d'ailleurs, c'était les secrétaires des médecins généralistes qui nous appelaient en leur disant, voilà, le docteur voudrait une hospitalisation. Donc, là, il ne faut pas lâcher, c'est non. On veut parler aux médecins généralistes. Et à force de discuter entre médecins, on a fini par arriver à plutôt avoir des conseils en termes de réponse plus que des hospitalisations. Maintenant, ils ont beaucoup moins peur. Ils parlent. Ils savent que derrière, ils peuvent nous joindre le lendemain si ça ne va pas. Et donc, du coup, on arrive à les voir en consultation ou à les garder chez eux et à faire du lien. Les médecins sont hyper satisfaits. On a fait plein d'enquêtes, de tests de médecine sur ça. Ça marche bien. Très bien. Pas d'autres questions. Merci beaucoup. On vous applaudit.
Bon, la journée est terminée. Merci à toutes et à tous de cette participation au séminaire prévention. Au nom de la FHF, je voudrais remercier Katia Barrault qui a été la cheville ouvrière de tout ce travail. Nous allons continuer. Nous allons revoir toutes les vidéos. Je sais que vous savez que vous avez été pris en vidéo tous là. Et puis tirer parti de tout ce qui a été dit aujourd'hui, essayer d'enrichir la connaissance de la FHF Prévention et continuer dans les propositions qui sont les vôtres pour essayer d'imposer la prévention au sein des établissements publics de santé au niveau qu'elle mérite. Merci à toutes et à tous.